Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Long Range. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du modèle Y d'une manière un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, à savoir ne pas forcément parler technique, puisque le modèle Y est un véhicule qui est quand même très proche techniquement du modèle 3, dont on a parlé très souvent sur la chaîne, mais plutôt du côté du ressenti. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier 3 personnes. Tout d'abord Fabien Sturny qui m'a convié à aller voir le véhicule en avant-première chez Tesla, ce qui m'a permis de tourner certaines des images. Alors sur les images, on m'a déjà fait le commentaire sur les premières images que j'ai mises que la voiture était sur une place handicapée. Oui, mais c'est une place d'essai. C'est la place de Tesla qui est en fait attribuée à Tesla et donc lorsqu'un handicapé arrive, bien entendu, il s'enlève. Deuxième personne que je voulais vraiment remercier, c'est Didier Dubicki d'ACC Blotzheim, qui m'a gentiment appelé pour me dire « Didier, je vais recevoir mon modèle Y, est-ce que tu veux venir avec ?» Donc j'y suis allé, et effectivement, j'ai pu essayer son véhicule. Un grand merci Didier, et de m'avoir fait découvrir une autre voiture dont on parlera après. Un grand merci à Vincent Vensinger de m'avoir également invité pour la livraison de son véhicule, et de m'avoir donné ses impressions. Donc on va maintenant commencer par mes premiers ressentis de la voiture. Alors en premier lieu, lorsque j'ai vu la voiture, je l'ai trouvée très équilibrée. Les pneumatiques un petit peu plus gros que ceux de la Model 3 lui donnent une prestance et lorsqu'on suit un modèle Y, on n'a pas cette impression d'avoir une voiture surdimensionnée. On a l'impression d'avoir une voiture qui est vraiment très équilibrée dans son esthétique. Il a vraiment des formes qui le rapprochent énormément de la Model 3. Sans pour autant lui donner un côté lourdingue. Autre point que j'ai trouvé vraiment important, et ça peut paraître un détail, ce sont les jantes aéro. Autant les aéros sur Model 3 me semblaient assez peu qualitatifs, autant ceux du modèle Y étonnent parce que c'est vraiment très joli. Alors vu en vrai, c'est vraiment joli par rapport à ce qu'on voyait sur le site ou sur les photos. Les jantes par contre qui se trouvent derrière les aéros sont, je trouve, moins jolies et moins personnelles que celles qu'on va trouver sur Model 3. Au niveau de l'intérieur, certains pourront peut-être pas apprécier le côté très épuré, mais la première chose à laquelle moi j'ai pensé, c'est le nettoyage. Et lorsque je vois à quel point toute la voiture est lisse, l'absence d'aspérité, de gris, de petites choses qui vont retenir la poussière, eh bien je me dis que au quotidien ça doit être sympa de passer rapidement l'aspirateur, un coup de poussière et en quelques minutes vous avez une voiture propre. Et ça je pense que au quotidien pour les gens qui ont une famille, qui ont des enfants forcément, ou des animaux, quelque part c'est quand même très très bien pensé. Le gros point positif de la voiture, c'est l'espace intérieur. À part un peu de largeur, la voiture est vraiment très vaste. Pour une dimension qui est proche de celle d'un Mustang Mach-E par exemple, l'impression d'espace et l'espace intérieur effectif, c'est juste pas du tout la même chose. Alors le toit en verre va également améliorer cette impression, tout comme le tableau de bord. Et là, j'en viens à ma première critique de la voiture, parce qu'il y en aura quelques-unes, c'est que la tablette fait vraiment petite. Par rapport à une Model 3, où l'espace est vraiment cocoon, l'écran fait petit dans le modèle Y. Alors, on le comprend parce que techniquement et industriellement, il fallait standardiser. La voiture est extrêmement bien finie. Et par contre, sur celle de Didier Dubicki, on a juste repéré une baguette qui faisait un petit peu de bruit, qui n'était pas tout à fait bien collée. Ou clipsé, je ne sais pas comment c'est fixé, mais je pense que ça va être réglé par le Tesla Center. La peinture est vraiment très belle, les finitions sont bonnes, les alignements ainsi que les différents gaps entre portière, capot, coffre, tout est vraiment aligné, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a un coffre immense, avec le rabattage électrique des sièges, qui est vraiment très pratique. Lorsque je suis allé essayer la Long Range de Didier Dubicki, je me suis rendu compte que la voiture était pas du tout pataude comme un autre SUV. On n'a pas le sentiment d'avoir un véhicule qui prend du roulis. Elle est stable, roule très à plat, un peu comme une Model 3, mais plus haute. Donc on n'a pas vraiment ce sentiment de conduire un SUV.
un peu comme dans le Model X, mais encore en plus précis et plus joueur. Alors on sent quand même un petit peu le poids. Pour moi qui suis habitué à la S avec une direction beaucoup plus légère, la direction m'a semblé un peu plus lourde, mais ça se rapproche plus des standards allemands. Niveau puissance, la voiture va se comporter comme une Model 3. J'ai même moi-même été relativement impressionné parce que elle a encore plus d'instantanéité que ma Model S, qui est pourtant plus puissante, mais aussi plus lourde. Donc on a un véhicule un peu plus léger, avec une poussée qui est vraiment bonne. Le freinage est largement suffisant pour un usage au quotidien. En revanche, elle garde cette fermeté de suspension que moi j'apprécie pas forcément, mais que je sais que les propriétaires d'allemande aiment bien, surtout quand il y a des dodanes ou des choses comme ça. Si on les prend un tout petit peu vite, ça secoue quand même pas mal. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans quasiment toutes les voitures électriques en raison de leur poids. Et surtout, la contrepartie, c'est une tenue de route qui est quand même assez joueuse. En ce qui me concerne, si une suspension pneumatique était en option, je me laisserais bien tenter quand même. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir la voiture de Didier Dubicki et ses impressions à lui. Voilà donc Didier Dubicki et son modèle Y. Alors Didier, voilà, mon modèle Y. Découverte aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses alors finalement, premières impressions de ta nouvelle voiture? Ça change pas beaucoup par rapport à la Model 3. On n'est pas dépaysé, hein, c'est pas une voiture complètement différente, moins différente que le X par rapport à la S. Voilà, la X, il y avait quand même pas mal de choses qui changeaient par rapport à la S. Là, c'est vraiment une grosse Model 3. À part qu'elle est plus grosse, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différence, quoi. La sensation de puissance, elle est bonne, mais voilà, justement, il n'y a pas de différence et ça, c'est bien. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir une voiture qui est plus haute, donc qui a un moins bon centre de gravité. On n'a pas l'impression d'avoir une voiture qui est plus lourde et qui serait pas assez puissante. Elle marche bien, voilà. Puis, bon, j'ai fait 30 km avec, hein, donc je ne peux pas encore donner tous les détails. Il y a des choses que je verrai après par la suite. Bizarrement, j'ai pas l'impression non plus à 130 d'aller moins vite. Hein. J'ai pas l'impression qu'on est dans une voiture qui est plus, comment dire, aseptisée. On a même les mêmes sensations que dans la Model 3. On voit la route devant qui défile de la même façon que dans la Model 3 parce que le capot est assez plongeant. On voit pas le capot devant, hein, comme sur beaucoup de voitures. On voit directement la route. Et puis voilà, sinon, c'est une voiture qui rejoint la flotte d'ACC pour les locations. Donc voilà. Avec la Jaguar aussi, E-Pace qu'on vient d'acheter, qui est une voiture très sympa aussi, qui m'a beaucoup surpris. Merci Didier pour cet avis, et maintenant on va aller voir Vincent Wensinger avec les impressions de la sienne. On retrouve une Model 3 avec beaucoup d'éléments du Model X. Ouais, et surtout alors, petite chose qu'on a vraiment remarqué là maintenant, puisqu'on a fait le voyage aller en Model X et qu'on fait le retour dans le Model Y, c'est que le Y est quand même beaucoup plus silencieux. Oui, énormément. C'est vraiment, c'est même assez flagrant. Ouais. Et puis en termes de puissance, Manu s'en rappelle, hein, donc oui. j'ai tapé la tête il y a 2 minutes. Et on sent qu'on est vraiment plus proche de la LR en Model 3 que de la SR. Ah oui, même s'il y a une petite perte de performance, en fait, on le ressent pas. Non, on l'a pas au ressenti. On l'a parce qu'on a lu les documents. On le sait pas, quand tu accélères, tu vois pas la différence. Ouais. Et en termes de précision... Je m'attendais à un côté, une dose un peu pâteau, que je retrouve pas. À aucun moment, on peut lui attribuer le terme de pâteau. Ouais. Tu vois, il a la réactivité de l'électrique. J'ai la même réactivité que le Model 3. C'est vraiment de l'ordre de... C'est tellement proche que... C'est bâtard parce que c'est et en même temps dans le 3 que t'es et en même temps dans le X. Ouais, mais je pense que c'est le bon compromis du coup. Ouais, j'ai la position du X, j'ai l'esthétique de la 3, j'ai le sentiment de dominance qu'on recherche quand on veut un SUV. Et il faut bien préciser aussi une chose, c'est qu'on a une impression d'espace à l'intérieur qui se rapproche vraiment du X. Oui, on est plus proche du X que de la Model 3 où tu as les coudes serrés par rapport à ton voisin. Prenons l'exemple de ton ancien véhicule, donc de ton Lexus, qui était quoi, un RX 400H 450H, ouais. RX 450H, et qui est un véhicule qui est encore plus imposant que celle-ci.
Oui, alors lui, il donnait plus un côté mastoc. Et sur voilà. celui-là, j'avais un côté, malgré ses 300 chevaux, j'avais un côté pâteau. Mais ce que je voulais savoir, c'est par rapport à ce RX 450H en termes de volume intérieur. Alors quand je regarde par l'arrière, par le coffre, je dirais que on est mieux dans le modèle Y que dans le RX 450H. Je dirais que si je devais mettre une graduation dessus, je pense qu'on est au niveau du coffre, on ne doit pas être loin de 30%. En sachant qu'on a tous les sous-coffres encore là. Ah oui, faut pas l'oublier, ouais. Maintenant que tu m'as posé la question, j'ai envie de le mettre à côté du RX, justement, parce que j'ai le coffre. Et là, je l'ai pas fait, donc je parle sans avoir fait. Tu me feras une photo. Ah ouais, voilà. J'ai la sensation que de l'extérieur, le RX va faire énorme. Et lui, le modèle Y ridicule à côté d'un point de vue extérieur. Et à l'intérieur, l'opposé. Voilà, vous avez nos 3 avis et vous remarquerez vraiment qu'ils se rejoignent. Parce que finalement, d'une manière générale, on peut dire que oui, le modèle Y est une grosse modèle 3, mais elle offre des choses que ne peut pas offrir la 3 du fait de son gabarit. Son espace intérieur, sa praticité, le côté facile pour rentrer-sortir, c'est vraiment très agréable. Et je dois bien dire qu'aujourd'hui, moi, je suis assez tenté par le modèle Y. Toutefois, si le Cybertruck ne vient pas en France, hein, bien sûr. Mais bon, mon premier choix reste le Cybertruck et mon second choix serait éventuellement un modèle Y, si ce n'était le prix. Et là, je veux vraiment revenir là-dessus parce que clairement, le modèle Y est cher. J'ai fait des comparatifs avec d'autres voitures thermiques, électriques. Il s'aligne sur les tarifs d'un Mustang Mach-E qui se vend très bien, donc ça peut se comprendre. Il offre des prestations largement supérieures, mais on va dire que par rapport à une Model 3, ça se réfléchit quand même, parce que l'écart de prix est très conséquent. Alors je pense qu'à l'avenir, avec un modèle SR+, on pourra descendre sous les 50 000 €, mais dans l'idéal, ce serait de tomber aux alentours des 46 47 000 € au maximum. Parce que, avec la législation française et le jeu des bonus, eh bien, rapprocher le modèle Y du modèle 3 serait pas une mauvaise chose. Je pense qu'aujourd'hui, les prix sont élevés comme toutes les nouveautés, et qu'il risque de baisser à l'avenir ou alors de se maintenir, mais avec la version Roadrunner qui devrait offrir plus de prestations. Mais ça, on ne sait pas pour l'instant. Est-ce que je serais acheteur d'un de ces modèles Y chinois? Ouais, parce que finalement, il offre suffisamment d'autonomie, il offre suffisamment de puissance et de prestations pour surclasser tout ce qui se fait sur le marché. Donc, très clairement, aujourd'hui, entre un modèle Y et tous les autres SUV électriques, je pense que ça vaut le coup de mettre la différence de prix quand même. Dans le titre, vous avez vu, je vous ai mis un petit bonus. Et en fait, Didier Dubicki m'a permis d'essayer un e-Pace de chez Jaguar. Faire le parallèle prenait du sens parce que le e-Pace est considéré comme un SUV, ce qu'il n'est pas tout à fait d'ailleurs. J'ai essayé une version EV400, donc 400 chevaux, 200 chevaux devant, 200 chevaux derrière. Le e-Pace est imposant, cher, plus cher que le modèle Y, mais il donne l'impression à l'extérieur déjà d'être à mi-chemin entre la Model 3 et la Model Y. Et lorsqu'on roule avec la voiture, lorsqu'on la découvre à l'intérieur, on a l'impression d'avoir une voiture qui est plus petite que la Model Y, mais surtout plus petite que la Model 3. Et ça, c'est vraiment la déception du jour sur la Jaguar, c'est qu'elle était vraiment petite. La présentation de la voiture est vraiment très belle, la finition est superbe, avec beaucoup de chichis. Moi, j'aime pas trop les chichis, donc je suis assez insensible à ça, mais c'est très bien fait. En revanche, il y a toujours des boutons, des trucs, des manipulations à faire. Il y a énormément de manips possibles, mais on s'y perd un peu. Après, en termes de conduite, la voiture est également extrêmement ferme. Alors encore une fois, c'est assez typique de ces voitures électriques qui sont assez imposantes, mais finalement, à la conduite, elle est sympa, un peu comme une Model 3, parce qu'elle a pas mal de légèreté de conduite, et en plus, en termes de puissance et de performance, elle est vraiment très 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 bien. L'autre point positif de la voiture,
c'est que on a 345 km de vraie autonomie. Alors sa consommation est importante parce que c'est une génération ancienne maintenant. Alors très clairement, c'est une voiture qui a beaucoup de qualité, mais qui prend son sens aujourd'hui uniquement grâce au développement des réseaux multimarques. Parce que la e-Pace est un petit peu sortie trop tôt, sans réseau de recharge. Et c'est ce qui a fait que c'est une voiture qui est un petit peu abandonnée, un petit peu méconnue. Et très sincèrement, regarder pour une e-Pace en occasion, ça peut être sympa pour ceux qui aiment. Alors le petit point marrant que moi je n'aime pas du tout, c'est le bruit à bord. Lorsque vous mettez en position de conduite dynamique, parce qu'il y a 4 modes de conduite, vous avez un bruit en permanence, une espèce de glou-glou de V8, mais en arrière-fond, qui, moi, me perturbe. Je le trouve très désagréable. Et à l'accélération, ça fait un bruit de vaisseau spatial mélangé avec un bruit de V8. On a un peu l'impression de se retrouver dans la course de pod racer de Star Wars, la menace fantôme. Alors au cinéma, c'est sympa. Au quotidien, je pense que ça doit lasser très rapidement. Donc mon avis final sur le e-Pace, c'est que c'est un véhicule qui marche très bien, qui est vraiment très agréable à conduire, si ce n'est quelques petits détails énervants. Et surtout, c'est un véhicule que aujourd'hui on peut trouver en occasion ou qu'on peut louer chez ACC pour un peu moins cher que des autres modèles électriques. Et on va dire que sur le marché de l'occasion, ça peut être intéressant si vous en trouvez une. C'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, épisode sur l'e-Day. Et la semaine suivante, l'épisode sera sûrement un peu décalé parce que j'ai des tournages extérieurs, j'ai beaucoup de travail et je suis pas sûr de pouvoir vous monter une vidéo. On verra bien, je vais essayer de faire mon possible. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien, salut!